Au Mali, la MINUSMA contrainte de retirer le document sur les négociations avec les rebelles. C'est à la suite de la mort de 3 manifestants qui contestaient l'accord signé avec les rebelles. En Centrafrique, on est toujours sans nouvelles du ministre des Sports, enlevé dimanche dernier par les rebelles. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et puis au Mexique, les autorités judiciaires ont certifié ce mardi que les 43 étudiants disparus en septembre ont été assassinés et incinérés par les membres d'un cartel local. Bienvenue sur Sika TV, destination République démocratique du Congo pour ouvrir cette édition. Depuis une semaine, l'Internet mobile, les réseaux sociaux et les services de messagerie sont coupés à Kinshasa, la capitale de la RDC. Du coup, il est difficile, voire impossible aux opposants du régime de communiquer comme ils en ont l'habitude. L'appel de l'opposant Étienne Wamolomba Tshisekedi, président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a manifesté pacifiquement pour faire partir le président Joseph Kabila, semble être tombé à l'eau. Reportage. Ils étaient attendus par milliers, mais seule une cinquantaine de militants a répondu présent à l'appel du président de l'UDPS à Kinshasa. La mobilisation visant à faire tomber le président Kabila sonne comme un cuisant échec. Ce qui devrait se faire aujourd'hui, avec comme seul objectif Kabila quitter le pouvoir, les Congolais n'aiment plus de vous. La raison pour laquelle on devrait marcher aujourd'hui pour que le régime puisse tomber. On est surpris, les gens sont venus ici, malheureusement la marche n'a pas eu lieu. La raison pour laquelle certains de nos combattants se posent la question de savoir, on ne sait pas par quels moyens le marche est annulé. On ne sait pas si le CG a retiré la marche. Difficile en effet de communiquer à Kinshasa en l'absence d'internet mobile, de réseaux sociaux et de SMS. Ces canaux habituellement utilisés par l'UDPS pour faire passer ses messages à ses militants sont coupés depuis une semaine. On note par ailleurs un déploiement de militaires postés dans la rue menant au siège du parti. La présence de policiers ici n'est que pure intimidation. Elle ne nous empêche en rien. Nous, peuple congolais, sommes déterminés à aller jusqu'au bout contre Kabila. Nous nous sommes mobilisés pour faire partir cet régime. Loin du siège de l'UDPS, la vie semble avoir repris son cours normal à Kinshasa. Les écoles ont rouvert leurs portes lundi. Les rues ont quant à elles retrouvé leur animation habituelle. Au Mali, la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays, prise entre le marteau et l'enclume, a été contrainte ce mardi de retirer un document contesté. C'est à la suite de la mort de 3 manifestants partisans du groupe anti-pro-gouvernement, groupe armé du moins pro-gouvernementaux. Ceci une semaine après une frappe meurtrière contre les rebelles dans le nord du pays. Reportage. La force de l'ONU au Mali fait machine arrière après la mort de 3 manifestants ce mardi à Gao au cours d'une manifestation devant le siège de la MINUSMA. Les protestataires reprochaient à la MINUSMA d'avoir conclu un accord ce week-end avec les rebelles aboutissant selon eux au désarmement ou au retrait des forces loyalistes de la ville. Juste après l'incident de ce mardi, certains membres de la société civile malienne, notamment Ousmane Diko du collectif des jeunes de Gao, a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des forces des Nations Unies au Mali. Les manifestants sont déplacés vers le camp de la MINUSMA et les forces de l'ordre maliennes se sont retirées à un moment donné alors qu'ils étaient devant la manifestation. La police MINUSMA à Gao a tiré ce qu'on appelle, ce sont des sommations. Ce sont des sommations dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est quelque chose d'établi, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et ils ont usé de gaz lacrymogène pour pouvoir tenir les manifestants au pouvoir. Je dis bien, toutes les parties ont été contactées et les discussions ont eu lieu pour atteindre un objectif qui était cesser le feu et retrait. Visiblement, cet objectif
n'a pas été compris. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013 à la suite de l'opération Serval lancée par la France pour chasser les djihadistes du nord du Mali, a annoncé mardi soir le retrait du document incriminé et a reconnu une possible responsabilité après avoir assuré que ses troupes n'avaient pas ouvert le feu sur les manifestants. Le bilan des heurts à Gao s'établit à 3 manifestants tués et 4 blessés ainsi que 3 policiers de la MINUSMA blessés, a indiqué la force de l'ONU. En Centrafrique, on est toujours sans nouvelles du ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Ningatolom Sayo, enlevé par 4 inconnus armés. L'incident s'était produit le dimanche dernier. C'était le dimanche 25 janvier, non loin de l'axe qui menait à l'aéroport. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement en fonction est kidnappé dans ce pays. Reportage. Depuis quelques jours, les enlèvements se multiplient à Bangui. Après l'humanitaire française Claudia Priest et l'employé expatrié de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, toutes deux kidnappées puis libérées, c'est au tour d'un membre du gouvernement de se faire enlever juste à la sortie de l'église après la messe du dimanche dernier. Selon une source proche de la famille, le ministre et son épouse rentraient du culte à l'église protestante de Galabadja quand 2 véhicules ont foncé sur sa voiture et bloqué sa progression. Depuis que le ministre de la Jeunesse a été kidnappé, jusque-là, nous ne savons pas là où il se trouve. Donc, il n'y a aucune trace. On ne sait même pas l'endroit où ces ravisseurs l'ont amené. Mais jusque-là, côté mobilisation, nous avons vu la jeunesse qui, de son côté, se mobilise. Armel Ningatolom Sayo était le chef de la rébellion Mouvement Révolution Justice basé dans le nord-ouest du pays. Il est entré au gouvernement du Premier ministre Mahamat Kamoun à la suite de la signature de l'accord de cessation des hostilités du 23 juillet 2014 à Brazzaville au Congo. Le gouvernement centrafricain a condamné le rapt du ministre et a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les auteurs du rapt de la Française, le premier depuis le début de l'intervention militaire française Sangaris en Centrafrique en décembre 2013, protestaient contre l'arrestation de Rodrigue Ngaïbona, dit général Angilo, un chef anti-Balaka soupçonné d'être l'un des meneurs des massacres de musulmans qui avaient été commis à Bangui. Le Ghana, qui fait face à de nombreux problèmes énergétiques, a signé cette semaine un accord avec les compagnies Eni et Vitol en vue du développement d'un projet intégré de gaz et de pétrole dans les champs pétroliers du Cap 3 Pointes. L'économie du Ghana a longtemps souffert de son incapacité à satisfaire les demandes énergétiques des industries et des particuliers. Suivons ici des extraits des déclarations de Ian Taylor. Il est le président de la compagnie Vitol, et de John Dramani Mahama. Il est le président du Ghana. I'm absolutely delighted after starting this project way back in 2007. J'étais très heureux au début de ce projet en 2007-2008 et c'est quelque chose qui est en train de devenir concret pour les Ghanéens et pour Eni et Vitol. On a reçu beaucoup de soutien de la part du gouvernement, du Ghana National Petroleum Corporation et du président que nous apprécions beaucoup. Maintenant, nous devons nous y atteler et avec votre accord et votre soutien, nous allons nous assurer que ce projet soit une réussite pour le pays. And so this should be a bit of very good news for Ghana going forward, that it would help. C'est une nouvelle pour le Ghana. Cela assure que le Ghana aura assez d'énergie pour soutenir son économie au rythme de ces dernières années. Has been doing for several years now. This current agreement that has been signed for the investment. L'accord d'investissement signé par le Cap des 3 Pointes est à hauteur de 7 milliards de dollars. C'est environ 12% du total de 53,3 milliards de dollars. C'est sans doute le plus gros investissement sur le continent africain cette année. In an African country in this particular year. Le Mexique à présent, les autorités judiciaires ont certifié hier mardi que les 43 étudiants disparus en septembre dernier dans le sud du pays ont été assassinés et incinérés par les membres d'un cartel local. Une thèse que les proches de ces disparus rejettent formellement. Reportage. Les autorités judiciaires mexicaines sont formelles. Les 43 étudiants disparus à Iguala ont été assassinés et incinérés. L'enquête menée dans le cadre de l'affaire sur la base des éléments du dossier ne laisserait aucun doute sur cette conclusion. Ces éléments et bien d'autres apportés durant l'enquête ont permis de réaliser une analyse de causalité logique et d'arriver sans aucun doute possible à conclure que les élèves enseignants ont été privés de la liberté, de la vie,
incinérés et jetés dans la rivière San Juan dans cet ordre. C'est la vérité historique des faits. Une vérité qui aura été longue à percer. À ce jour, 99 personnes ont été détenues, 386 interrogations et 2 restitutions des faits effectuées, ainsi que 16 perquisitions lors desquelles auraient été découvertes des preuves liées aux enlèvements. Avec les révélations contenues dans les déclarations des suspects réalisées avec l'aide d'avocats, le mobile du crime se renforce et coïncide avec le fait que les étudiants ont été pris pour des membres du groupe criminel ennemi de la région. Ce fut la raison pour laquelle ils ont été capturés dans un premier temps, puis tués. Pour les familles des disparus, les conclusions de l'enquête judiciaire ne sont pas crédibles. Aussi les rejettent-elles formellement. Il n'existe encore aucune certitude scientifique qui prouve de manière claire que les camarades ont été assassinés à Cocula. Que les choses soient bien claires pour le gouvernement du Mexique. Nous, les familles, restons fermes dans la lutte et nous n'allons pas nous arrêter tant qu'ils ne nous rendront pas nos enfants. Les familles des étudiants disparus avertissent par ailleurs qu'elles ne permettraient point que cette affaire soit close. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 s'est poursuivie hier dans le groupe C. Dans cette poule dénommée groupe de la mort, le Ghana s'est qualifié hier en venant à bout de l'Afrique du Sud par un score de 2-1. Pendant ce temps, les Fennecs d'Algérie ont décroché leur billet pour les quarts de finale en battant le Sénégal par 2-0. Le point dans le groupe C dans ce reportage de Emmanuel Crépy. Le Ghana est passé de la dernière à la première place du groupe C en renversant en fin de match l'Afrique du Sud sur un score de 2-1 avec un but décisif d'André Ayew mardi à Mongomo. Le Ghana était encore bon dernier à la 72e minute avant que le but de Boy à la 73e et de l'aîné des frères Ayew à la 83e ne propulse les Black Stars en quart de finale. Le Ghana devait gagner pour se qualifier sans dépendre du résultat de l'autre match entre l'Algérie et le Sénégal. Et c'est ce qu'il a fait au gré de ressources morales décisives. Cette partie, on la doit à notre force mentale. On a été solide mentalement, même si on a concédé le premier but, on est remonté, on s'est battu pendant 90 minutes et à la fin, on a gagné. Les joueurs ont fait preuve d'un bon esprit, une bonne attitude et tous les joueurs sur le terrain se sont donnés à 100%. Je suis très content car on était dans un soi-disant groupe de la mort et nous sommes premiers du groupe, ce qui veut dire que nous sommes toujours vivants. L'Algérie, dos au mur, a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2015 en dominant le Sénégal par 2-0. Les Lions de la Teranga quittent la compétition sur une énorme désillusion après avoir totalement manqué l'ultime rendez-vous du groupe C. On n'a pas été à notre niveau, effectivement. C'est un match particulier qui a mis du temps, on a mis du temps à démarrer. On a réagi après coup et notre production n'est pas à la hauteur de ce qu'on devait attendre. Donc effectivement, on ne peut pas considérer que notre match était un bon match. Ce n'était pas un bon match de notre part. C'était un match qui était excessivement difficile sur le plan physique, on le savait, on s'y attendait, à un combat. Le ballon qui est quasiment toujours dans les airs, donc évidemment pour nous c'est pas un avantage. On a fait valoir beaucoup de discipline sur le plan tactique, sur le plan défensif, parce qu'il fallait défendre intelligemment, on l'a fait, et puis on leur a posé des problèmes par notre technique et notre vitesse sur des contre-attaques. Les Fennecs bouclent la poule à la 2e place et affronteront le vainqueur du groupe D dimanche dans la capitale de la Guinée équatoriale. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.